Euh, Ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a plusieurs choses que je mets un peu dans le désordre là. Et après, je ferai. La première chose, c'est que dans cette affaire de nucléaire, il faut se garder d'avoir un point de vue trop franco-français et de trop se regarder le nombril. Le nucléaire, il est mondial. Les marchés, ils sont mondiaux. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder toujours à l'esprit. Et les concurrents aussi sont mondiaux d'ailleurs. Il faut se rappeler qu'on a, ceci dit, qu'on a quand même en France un patrimoine nucléaire très important, c'est ce que vient de dire Philippe, un patrimoine reconnu dans le monde entier, un des domaines d'excellence industrielle de notre pays, totalement disproportionné d'ailleurs à l'importance économique de notre pays dans le monde. Nous sommes un très grand joueur nucléaire, alors que nous sommes finalement un pays relativement modeste au point de vue économique. Et ce patrimoine, il faut le maintenir, il faut le développer. Je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'au-delà de cette excellence technologique, on a beaucoup parlé du CEA, du CNRS, etc., on a aussi une filière d'excellence industrielle qui contribue énormément à nos exportations, qui est génératrice également de nombreux emplois en France. Et en plus, ce sont des emplois qui sont vraiment en France. C'est des emplois qui, a priori, souffrent assez peu du syndrome de délocalisation. Alors, pour reprendre l'expression d'un ministre récemment, je dis que oui, l'industrie nucléaire, certainement une industrie d'avenir. Et ceci dit, la situation est très différente de celle qu'on a connue dans les années 70, lorsque les grands programmes nucléaires ont été lancés. Là, à l'époque, face à la crise pétrolière, on n'avait pas d'autre choix, et on a certainement très bien fait de faire ce choix-là. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'on ferait exactement le même choix, en tout cas probablement pas dans les mêmes proportions. Et c'est en ce sens que, dans un paysage énergétique qui a profondément changé, non seulement il faut regarder les autres modes de production d'énergie, mais il faut également, dans le domaine nucléaire, être de plus en plus créatif, de plus en plus inventif. On a parlé tout à l'heure des micro-réacteurs, etc., de différents types de cycles du combustible, etc., extrêmement inventif pour rester compétitif face à des nouveaux modes de production d'énergie. On voit bien aujourd'hui que si vous regardez l'affaire du gaz de schiste, il est évident que le gaz de schiste a tué aux États-Unis la renaissance du nucléaire, tout au moins pour les années qui viennent. Et donc on voit bien qu'il y a d'autres possibilités, d'autres options. Ça m'amène à dire deux choses, si vous voulez. C'est assez curieux quand on parle de politique énergétique. On oublie quand même. Alors, il y a 3 ans, je dirais, 3 ou 4 ans, c'était assez simple finalement la politique énergétique mondiale. Et c'était pas vraiment explicité, mais c'était, si on résume, à court terme, c'était le charbon. En Allemagne en particulier, en Chine, le charbon et aux États-Unis était la première source de production d'énergie. Puis, il y avait aussi le pétrole et le gaz, qui étaient garantis par la stabilité politique en Moyen-Orient et en Russie. À plus long terme, quand on regardait à plus long terme, c'était encore le charbon, finalement, avec peut-être un peu de capture de gaz à effet de serre, le nucléaire, le forage de très grande profondeur dans les réservoirs de pétrole et de gaz, et puis un rôle sympathique, mais relativement marginal, pour les autres sources d'énergie. Et la nouvelle situation géopolitique au Moyen-Orient, l'accident de Fukushima, celui du Golfe du Mexique, l'émergence du gaz de schiste et également la nouvelle politique européenne de promotion des énergies décarbonées ont complètement bouleversé cette vision. Les coûts qui sont liés aux exigences de sûreté ont beaucoup augmenté, vont continuer à augmenter. Et puis, par ailleurs, on voit une réelle volonté d'évaluer objectivement les coûts de chaque mode de production. Ça commence à prévaloir, en particulier au niveau de la stratégie énergétique de l'Europe, si toutefois on en a une. En fait, ça, c'est quand même, je fais un petit aparté, là, c'est quand même dommage que l'Europe ait défini une stratégie énergétique à l'horizon 2050 uniquement axée sur la réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, c'est un noble objectif, certainement, mais d'un autre côté, ça aurait gagné à être complété par quelques préoccupations liées à la sécurité d'approvisionnement. Parce que finalement, cet objectif est dépendant en grande partie
de l'acheminement du gaz russe ou de l'exploitation du gaz de schiste. Alors, dans ce nouveau paysage énergétique, si vous voulez, le gaz est partout le premier bénéficiaire de la situation. Et c'est pour ça, j'en reviens au nucléaire, là, je veux dire le nucléaire, il ne faut pas se leurrer. Dans ce nouveau paysage énergétique où le gaz va jouer un rôle majeur, y compris le gaz de schiste, parce qu'on finira bien par l'exploiter, la question, à mon avis, c'est pas si, c'est quand. Hein. Le plus vite serait le mieux, probablement. Enfin bon. Donc, mais il ne faut pas se leurrer. L'accident de Fukushima, c'est pas qui s'est produit dans un pays technologiquement extrêmement évolué. Le nucléaire civil a une histoire cinquantenaire au Japon. C'est un coup sévère pour la filière. Et si vous voulez, on ne peut pas se contenter des explications et des réassurances habituelles. Il faut avoir un nouveau langage. Et je dirais que pour l'exploitation du parc existant, comme pour les nouveaux développements, il faut faire, je crois qu'on l'a dit, il faut faire preuve d'imagination pour s'assurer de couvrir toutes les hypothèses d'incidents d'exploitation, y compris les plus négatives, et envisager les coûts non négligeables pour les couvrir. Il faut aussi adopter, je crois, un langage de modestie et de risque limité au mieux, mais limité au mieux, parce qu'il n'y a pas de le risque zéro n'existe pas dans quelque domaine que ce soit, mais un risque assumé. Je crois que aujourd'hui, dans le nucléaire, ce à quoi il faut faire attention, c'est que la longévité des produits et puis l'inertie des milieux politiques et économiques protègent l'industrie nucléaire. Mais si elle n'innove pas, pour les mêmes raisons, elle ne pourra pas croître rapidement. Alors, on parle d'acceptabilité. Le nucléaire a des origines militaires. Et avant son déploiement civil à grande échelle, il avait gardé une image, une réputation de secret et de manque de transparence qui lui ont beaucoup nui. Je crois vraiment que ça a beaucoup changé. Beaucoup changé. Je crois que la transparence en matière civile est certainement là maintenant. Et les accidents civils majeurs que Bernard Salat a rappelé tout à l'heure sont plutôt dus à l'imprévoyance, à l'incompétence, à la complaisance, à tout ce que vous voulez, à l'arrogance, plutôt qu'à la culture du secret, en fait. Je crois que il y a des inquiétudes justifiées. Ces inquiétudes justifiées, elles sont liées au fait que les radiations ont un effet différé. Elles sont liées aussi au fait que, finalement, elles sont liées à la perte de territoire. On le voit bien avec Fukushima. Le problème, c'est qu'il y a une perte de territoire. Bon, perte de territoire, un département qu'on ne peut plus habiter, c'est quand même un problème. Et donc, je veux dire, le risque, il faut le couvrir au mieux. Il faut savoir que ça existe. Il ne faut pas prétendre qu'on a toutes les solutions tout le temps. Mais il faut faire le mieux qu'on peut pour tout couvrir. Alors, ça, c'était le côté un peu négatif, mais d'un autre côté qui doit mener à l'innovation. Le nucléaire a encore des fondamentaux extrêmement solides s'il est développé en transparence avec les exigences de sûreté appropriées. Et je pense que pour la génération 3, en particulier, je veux dire, on n'a pas de soucis particuliers à ce sujet-là. Le problème aujourd'hui auquel doit faire face le développement de l'énergie nucléaire, mais ce n'était pas le sujet du séminaire, ceci dit, Bernard en a parlé un peu, c'est maintenant de nature économique et financière, dans des environnements économiques et financiers qui se sont considérablement libéralisés depuis ses débuts. Les réductions de coûts ne se sont pas réellement matérialisées, l'environnement réglementaire reste peu stable, et naturellement les développements récents à Fukushima n'aident pas à ce sujet-là. Donc il devient difficile de construire de nouvelles installations sans des subventions, sans d'autres types d'incitations financières, sans la prospective d'une vente favorable de l'électricité produite. Et donc il faut bien voir que le retour sur investissement reste structurellement différent de celui par exemple du gaz, et que donc dans un contexte de gaz bon marché, il est insoutenable. C'est ce qu'on voit arriver aux États-Unis. Alors, je crois qu'on a entendu, et je partage tout à fait cette opinion, que le nucléaire conserve un avenir certain en Asie. Le Japon s'est retrouvé sans électricité d'origine nucléaire. Il a vu ce que ça coûtait, au point de vue importation de gaz d'ailleurs. C'est un cas très particulier qui va probablement évoluer. La politique japonaise sera hésitante à ce point de vue-là. Mais ceci dit, ça risque de devenir emblématique à terme, un peu comme en Allemagne, en Europe. Mais ceci dit, en Europe, l'avenir du nucléaire, finalement, il n'est pas si noir que ça. Les décisions britanniques semblent positives.
Et puis, l'importance qu'on peut donner à la lutte contre le réchauffement climatique peut jouer également en sa faveur, malgré un contexte économique, naturellement, extrêmement incertain en ce moment. Bon, si vous voulez, je ne vais pas dire la situation. On peut faire un commentaire sur la situation allemande très rapidement, mais si vous voulez, je veux dire, ça va être un test. Hein. Est-ce que le charbon, hein, le gaz importé de Russie, le nucléaire importé de France et le développement intense des renouvelables, ceci sera-t-il suffisant pour produire suffisamment d'énergie pour une très grosse économie industrielle? On verra bien. Hein. Simplement, tout ce qu'on peut constater en ce moment, c'est que dans les plans allemands qui amènent de la stratégie allemande d'élimination de la production nucléaire, repose quand même en grande partie encore sur, non pas seulement par son remplacement par des éoliennes, mais quand même beaucoup par du charbon et par du gaz. Hein. Il faut bien voir les plans tels qu'ils sont. Sur un dernier point, parce qu'on a parlé de l'industrie, dans le contexte, on avait un contexte pré-Fukushima de renaissance de l'industrie nucléaire. Et dans ce contexte-là, la concurrence entre les fournisseurs s'est beaucoup développée. Et il y a de nouveaux entrants, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient les gens habituels, il y avait General Electric, il y avait Hitachi, il y avait Mitsubishi, Toshiba, Areva, etc. Bon, mais maintenant en plus, vous avez les Russes qui sont extrêmement actifs et qui sont extrêmement sérieux quant à leur propre développement du nucléaire. Vous avez les Chinois qui développent pour leur marché intérieur des offres qui seront exportables et qui seront exportées. Je parle même pas des Coréens, etc. Dans l'immédiat, les marchés se sont déplacés vers le service et la maintenance, mais la concurrence sera accrue dans les marchés libéralisés et dans les pays émergents, désireux de se doter de réacteurs. Et ça va modifier complètement le jeu pour les sociétés comme EDF et comme Areva, et ça rend la concurrence encore plus difficile, donc l'innovation encore plus nécessaire. On a vu que le futur du nucléaire reste donc encore un peu à préciser. Les générations 2 et 3 ont encore de longues années devant elles, avec certainement des coûts de sûreté augmentés, mais qui produiront quand même encore à des coûts très compétitifs sur des durées moyennes qui, personnellement, je pense, iront jusqu'à 60 ans. Si vous voulez, quand vous regardez aux États-Unis, certains réacteurs ont déjà obtenu des licences jusqu'à 60 ans. Donc, il est probable qu'aujourd'hui, dans certains cas, certainement, et dans certains pays, on ira jusque-là. On a parlé beaucoup de génération 4, hein, ça propose certainement des concepts intéressants. D'autres voies méritent d'être explorées et paraissent extrêmement prometteuses. Le thorium, c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler, ne serait-ce que parce que l'Inde était très sérieuse à ce sujet-là. Ceci dit, il faut pas non plus... Il faut bien voir aussi ça en fonction des investissements qui ont déjà été consentis. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où une norme et un standard a été accepté par la plupart des marchés, et que cette norme et ces standards requièrent des investissements extrêmement coûteux, c'est très difficile de changer de norme. Hein, c'est très difficile. C'est possible, mais il faut vraiment qu'il y ait un avantage, et un avantage substantiel, démontrable, économique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Astrid, oui, Astrid, c'est très bien. Hein, c'est certainement un projet de recherche intéressant. Mais ceci dit, il faudra réfléchir. Je crois qu'on a entendu dire qu'il fallait réfléchir à l'acceptabilité d'un nouveau prototype au sodium. Je crois que le partenariat avec bien sûr des pays comme la Russie en particulier, c'est naturellement très important parce que il est probable que s'il y a des réacteurs RNR construits rapidement, ça risque de pas être vraiment en France, mais plutôt dans des pays de ce type. Un mot sur la fusion. Chacun sait que moi, personnellement, je n'ai jamais été partisan de la fusion. C'est certainement un projet de recherche intéressant. On n'en a pas parlé aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. C'est un projet de recherche intéressant sur les matériaux, la simulation, la modélisation. Mais à mon avis, les perspectives en termes de production d'énergie à l'échelle industrielle, c'est zéro pour au moins un siècle. Voilà. Merci.